Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Eh bien, messieurs, dames, bienvenue dans Actu, débat sur la 97.1, Actu débat consacré au débat sur les grands sujets de l'actualité nationale et internationale. Et nous recevons ce matin notre confrère Idelphonse Akpaki. Idelphonse Akpaki est le directeur du journal La Gazette du Togo.com. Idelphonse, bonjour. Bonjour Elie et bonjour à tous les auditeurs de Métropolis. Et merci d'accepter notre invitation. Comme toujours, Idelphonse, la trêve de 2 semaines. Nous rentrons donc dans l'actualité pour juger des indemnités et primes des enseignants n'est visiblement pas la panacée. Les enseignants grévistes maintiennent leur mot d'ordre de grève et dans presque toutes les villes du Togo, la relève est dans la rue. Et on note que la tension monte dans le pays. Et hier, surtout, partout les élèves sont dans les rues, réclamant leurs cours. À Lomé, les élèves de Bougan, d'Agodeke, du lycée de Tokoin étaient sortis dans les rues. Les autres établissements ne sont pas épargnés. Et des élèves qui vont déloger leurs camarades des autres établissements. Tchamba était également en ébullition hier. Les élèves du lycée de Tchamba étaient sortis dans les rues et pour empêcher les autres élèves, bien sûr, des autres établissements de poursuivre leurs cours. À Sioux, dans la préfecture de Doufelgou, c'est ça, les élèves prennent d'assaut donc la ville. Et là, on apprend également que des enseignants du lycée de Sioux ont subi des actes d'intimidation de la part du ministre Gébé Bahara. Et la semaine dernière, c'est donc des informations qui nous sont parvenues. À Kara, et en fin de semaine, on a appris que deux chefs d'établissement de jardin d'enfants ont été donc affectés. Et on parle également d'intimidation. À Wahala, dans la préfecture de Hao, la tension a été encore très vive là-bas hier. Les élèves de plusieurs écoles ont été sortis sur la nationale numéro 1 et ont brûlé des pneus pour manifester leur colère. C'est de même à Mango et à Dapan. Les élèves ne décolèrent pas du tout. Et Idelphonse, la situation devient de plus en plus inquiétante pour ce qui concerne le système éducatif togolais. Je vous remercie Elie pour l'occasion que vous m'offrez afin de débattre sur ce problème crucial qui fait la une de l'actualité togolaise. Vous le déplorez, mais j'ai comme l'impression que ceux qui dirigent le Togo ne voient pas les choses comme vous le voyez. C'est vous qui parlez de relève de demain. Et c'est la relève de demain, c'est normal, c'est visible, c'est ce qui se dit. Quand on parle de l'avenir, quand on parle de la jeunesse, on parle de relève de demain. Alors, lorsque nous sommes en face de vrais responsables, des gens consciencieux de l'avenir d'un État, je crois qu'il faut éviter de dire certaines choses, surtout quand on se croit être autorité du pays. Vous voulez parler de qui ou de quoi exactement? Hier, j'ai pu suivre avec beaucoup d'attention le ministre Gilbert Bahara, puisque c'est lui toujours qu'on envoie quand il y a ce genre de problème. Et pourtant, il n'est pas le ministre de l'Éducation nationale. C'est ce que je vous dis. C'est toujours lui qu'on envoie quand le pays est en ébullition. Alors, j'ai écouté ce monsieur. Ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est cette phrase-là qu'il a lâchée. L'éducation n'est pas une priorité du gouvernement. Alors, vous avez compris. Moi, depuis hier, j'ai compris que ces scènes auxquelles nous avons été habitués de la part du gouvernement togolais est faite à dessein. Parce que M. Gilbert Bahara, pour mémoire, représente une béquille à M. Faure Gnassingbé. Je considère qu'il est dans le sein des saints, eu égard à la lecture que je fais de l'histoire togolaise. Vous vous rappelez que c'est M. Gilbert Bahara qui était le premier à dire, lorsque les formations politiques de l'opposition tempêtaient
il faut faire les réformes, c'était lui qui était arrivé pour dire la page des réformes est tournée. Jusqu'aujourd'hui, ces propos de M. Gilbert Bawara n'ont jamais été démentis par le chef de l'État qui nous a dit en février 2009 qu'il était le garant de cet accord-là qui engage l'État togolais et donc qui engage la société togolaise. Le ministre, en aucun cas, n'a pas été interpellé par le chef de l'État et la lecture qu'on a faite du refus de la mise en œuvre des réformes politiques depuis lors jusqu'aujourd'hui confirme à suffisance ce que M. Gilbert Bawara a dit. Est-ce que c'est M. Gilbert Bawara qui est le problème, selon vous? S'il n'est pas le problème, qu'est-ce que le ministre cherche? Ce n'est pas à lui qu'est dédié le portefeuille de l'éducation, à ce que je sache. Mais dans ce cadre, lui et le ministre de l'Éducation nationale doivent travailler ensemble. Ont le devoir de travailler ensemble. J'aurais voulu et souhaité que le ministre de l'Éducation se prononce sur l'éducation du Togo. Et quant à l'évolution même de la situation dans le domaine public, puisque c'est le ministre de la fonction publique, que le ministre Gilbert Bawara essaie de nous dire ce qu'il a. Mais tout compte fait, l'analyse qui est faite, c'est que il est dans le sein des saints et c'est ce qui est décidé dans le sein des saints que lui, il vient dire. J'ai fait tout à l'heure le rapprochement entre le refus par les gouvernants de faire les réformes et dont il était arrivé à annoncer les couleurs en disant que la page des réformes est fermée. Et j'ai dit que malgré que lui, il a été nommé comme ministre, il n'a pas été, ou il ne lui a pas été reproché par son patron ce que vous avez fait. Et pourtant, le patron a dit que je suis le garant. Moi, je ne peux pas comprendre. Quand vous prenez les directives de l'UEMOA, la priorité ou les priorités, c'est l'éducation, la santé et l'agriculture. Alors, on demande à tout État membre de l'UEMOA de consentir au moins le minimum du budget national à ces trois secteurs. Lorsque nous avons fait les investigations auprès de nos frères députés, membres de la commission des finances, on s'est rendu compte qu'au Togo, d'ailleurs c'est la moitié que l'UEMOA demande, on s'est rendu compte que la santé et l'éducation n'avoisinent même pas 10% du budget. Comment voulez-vous résoudre et c'est ainsi chaque année une crise? Comment voulez-vous résoudre une crise quand les textes vous demandent de faire ceci et que vous passez carrément à côté de ces textes-là pour faire autre chose? C'est parce que vous n'avez pas la volonté de le faire. Et hier, jusqu'aujourd'hui, j'ai pu suivre toutes ces émissions interactives sur un certain nombre de stations radio. Et j'ai pu comprendre que les Togolais ont compris. Mais, pour ma part... Les Togolais ont compris quoi? Les Togolais ont compris le jeu de la roublardise et de la duplicité du pouvoir togolais, du gouvernement togolais. Et moi, j'ai pu même ajouter que même si la FESEN, qui a pris part aux travaux aux côtés des autres, et qu'après, la FESEN a lancé un mot d'ordre de grève, c'est parce que les principaux responsables de cette fédération-là se sont rendus compte de ce que c'est la même ruse qui a conduit au pourrissement de la situation. Ildefonse, vous le savez, le gouvernement a mis en place un groupe de travail
portant sur le système éducatif et qui a traité de toutes ces questions. Il y a eu 13 séances et le 3 mars dernier, on nous apprend donc qu'il y aura une trêve de 2 semaines permettant donc au gouvernement de trouver des solutions. Et le ministre Gilbert Bawara parlait d'ailleurs de 6 mois pour l'adoption du statut particulier des enseignants. Et vous permettez, avant de poursuivre notre développement, nous avons en ligne le secrétaire général de la C7, Monsieur Achou. Monsieur Achou, bonjour. C'est plutôt Monsieur Assi. Ah, ok, Monsieur Assi. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Mais comment peut-on comprendre que vous êtes de la coordination syndicale des enseignants du Togo? Comment peut-on comprendre le fait que 2 semaines de trêve ont été décidées à l'issue des séances de travail que vous avez eues au sein de ce groupe de travail, mises en place au niveau du ministère de la primature? Et comment peut-on comprendre que après la décision de ces 2 semaines de trêve, vous lancez encore des mouvements de grève? Ok, ça se comprend très simplement. Tout d'abord, ce mouvement a commencé timidement et depuis les vacances et à la rentrée, et puis les gens ne nous ont pas appelés pour discuter. Mais dans un premier temps, quand le ministre Bawara nous a reçus pour une toute première fois, il nous a signifié clairement qu'on allait gréver, eux ils vont fréquenter. Donc, il nous a signifié que c'est pas courtoisie républicaine. Donc, il était dans ce entêtement, mais quand il a vu que le mouvement allait en grandissant, comme il avait juré ne jamais rester sur une même table de négociation avec nous, donc par le mouvement des centrales syndicales, ils ont créé ce qu'on appelle groupe de travail et où ils ont coopté des fédérations et il nous a signifié clair que nous on ne fait pas partie, à moins que nous on fasse une demande pour en faire partie. Mais toutefois, si la nécessité y est, ils vont nous écouter. Je pense qu'ils nous ont invités, ils nous ont écoutés et ils nous avaient demandé dans un premier temps de trêve. C'est ce qu'on a fait. On a essayé d'imposer ça, même à la base, ça n'a pas été facile. Donc, passer les 2 semaines, ça veut dire que on n'était plus au groupe de travail parce qu'on nous avait appelés juste pour nous écouter. Donc, passer les 2 semaines, ils ont continué leur groupe de travail où ils ont trouvé des conclusions bidons, si je peux les qualifier comme ça. Mais quand ils ont vu paralysé sur le terrain est total, avec les élèves étaient désespérés, la sortie des élèves sur les rues, ils ont improvisé un truc et ils ont encore certains relevés de conclusions et demandent maintenant trêve. Bon, nous on n'est pas associés à ce groupe de travail et on ne sait pas à cette séance et encore de trêve, ça nous paraît bizarre et absurde et ça nous confirme qu'ils sont toujours dans leur logique de dilatoire. Donc c'est comme ça on peut expliquer ça d'une manière ou d'une autre. Si vous pouvez me permettre d'aller plus que ça pour dire la situation qui prévaut aujourd'hui sur le terrain. Oui, dites-nous quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain et la situation des mouvements de grève depuis Lomé jusqu'à Saint-Cassé. On peut avoir une idée dessus? Non, l'idée, c'est clair, vous pouvez le constater. Aujourd'hui, on peut dire que le mouvement est homogène et c'est la paralysie totale. Aujourd'hui, le mouvement emballe plus d'un. Et nos chefs même sont rentrés dans la danse d'une manière ou d'une autre. Il y a des zones réputées, jamais grévées, mais aujourd'hui, ils sont dans la danse. Aujourd'hui, la CZ fait mieux que la SCT l'UZ au fort moment de SCT UZ. Donc vous allez le constater, c'est une paire de manches. Vous allez voir que ce qui courrouce, donc j'invite vraiment humblement le grand ministre Bawara de contrôler ses sorties et parler pour parler et provoquer, ça le rabaisse beaucoup. La situation est plus que ça. Eux aujourd'hui, aucune autorité ne peut dire qu'ils maîtrisent la situation sur le terrain qui est très très volatile. C'est une paire de manches. L'autre paire de manches, c'est qu'est-ce qu'on a constaté? C'est loin des mesures d'apaisement. Les gens continuent par provoquer. C'est un peu absurde et curieux. Je n'arrive pas à comprendre la stratégie quand même du gouvernement, pas le truchement de Bawara. C'est comme il minimise ce qui se passe sur le terrain, mais c'est le lieu d'interpeller toutes les autorités à prendre conscience de la situation. Vous allez voir que on a été précompté 4 mois. Si je prends mon cas, premier mois on m'a précompté 46 000, deuxième mois 36 000, troisième mois 32 000, un seul mois, pour 3 jours de grève en janvier, on me prélève 60 000.
allez voir qu'avec la main invisible de Bawara qui dit que la diaspora de Sioux demande à ce que les enseignants grévistes soient changés, remplacés, ça là c'est des provocations. Parce qu'il était allé à Sioux, il a tenu des propos indignes en jouant sur le fibre ethnique, comme quoi lui il est ministre et chez lui on ne doit pas gréver. À ce que je sache, tous les enfants toulais doivent être traités de la même manière. Si la grève n'est pas bonne chez lui à Sioux, elle n'est pas bonne ailleurs. Donc il faut qu'il comprenne langue pour parler. Mais c'est l'occasion aussi pour moi de dénoncer le comportement du DRE de Kara, qui se comporte comme un prince. Il affecte qui il veut, quand il veut. Et le dernier événement qui fait déborder la vase, c'est que il y a 2 directrices qui sont de CZ, qui sont sur nos panels, qui témoignaient que la grève est bien suivie et chaque jour qui passe en balle plus à Kara. Donc, ça les a fallu quoi? C'est-à-dire on les a mis sous ordre. Et qu'est-ce qui prouve cela? Hein? Rien ne prouve que cette affectation est due à leur, disons, à leur participation au mouvement de grève. Oui, ça dit, rien ne prouve, mais au fait, c'est lui-même qui s'est sorti de sa propre bouche. Puisque notre représentation de la COSA est allée le voir hier de 15h jusqu'à 18h. Et il les a signifié clair que c'est pour cette cause qu'il a eu l'audio de leur intervention sur nos panels. Et ils ont comme l'impression que les 2 dames, les 2 directrices sont satisfaites parce que aujourd'hui Kara est carrément emballé. Donc ils tentent le tout pour le tout et que ça là c'est regrettable à partir du moment où dans leur relevé de conclusion ils disent que le problème d'affectation politique est réglé, on ne peut plus nous affecter comme des objets ou bien nous traiter comme tel. Voilà, et ça continue. Donc ces conditions, je pense que la situation est déjà bloquée même. Je vais expliquer pourquoi la situation est complexe. Non seulement il y a sorti des élèves, il y a ça dit qu'aujourd'hui tout le monde est démotivé, nous et les élèves on est démotivés, mais il y a des mesures concrètes que les AG ont prévues. Aujourd'hui, il n'y a plus à poser un devoir, il n'y a plus à corriger un devoir, à surveiller une commission d'examen blanc ou bien à remplir les bulletins. Vous allez voir que dans beaucoup de lycées jusqu'ici, depuis la rentrée jusqu'ici, les élèves n'ont pas encore reçu leur bulletin. Justement, monsieur Ablix, parlant des élèves, on vous accuse ou on vous reproche de manipuler les élèves, de les déverser dans les rues. Seul Dieu seul sait. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. On a signifié aux gens que l'enseignement n'est pas comme les autres corps de service. Si c'est dans la santé, un médecin qui ne va pas, qui est en grève, c'est malade, quelqu'un peut mourir et on ne peut pas le ramener en vie. Mais dans l'enseignement, c'est quand tu grèves, l'enseignant a cette possibilité de rattraper le coup. Mais comme le gouvernement ne veut pas entendre raison, et nous précompte de façon abusive, je dis pour 3 jours de grève, moi j'ai été précompté 61 000. On se dit qu'on ne peut pas faire le travail pour lequel on ne nous a pas payé. Donc, ça veut chercher à savoir, c'est-à-dire que qui est à l'origine de cette action. Et maintenant, je me demande, l'argent là, qu'on nous précompte, va où? Sinon, à ce que je sache, le gouvernement devait faire un effort pour le déverser aux parents d'élèves. Donc, pour les premiers précomptes, avec nos statistiques, 46 000 auraient précompté pour le premier mois. On a fait des statistiques, l'État aurait précompté, c'est-à-dire ça lui revenait plus de 3 milliards et quelques. Et pour ce mois, c'est beaucoup plus que 10 milliards et quelques sur nos maigres salaires. Donc nous, on ne rêve que d'un monde plus juste, où le plus faible, ou bien le plus petit que nous sommes, soit écouté, lieu d'être maltraité et méprisé. Merci à vous, monsieur Abli. C'est moi qui vous remercie. Et on ne va pas reculer d'un iota, mais c'est le lieu aussi de dire au gouvernement, de façon très humble, que nous écouter, nous concéder, ce n'est pas un aveu de faiblesse. On n'a pas à faire bras de fer. Au-delà de tout, ils sont nos parents, ils sont notre gouvernement qu'on doit respecter et ils doivent prendre de la hauteur. Et on va voir qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour qu'ensemble on sauve la situation. Merci à vous. Merci.
Ildefonse, vous l'avez suivi, lui, c'est un cadre de la C7, Confédération c'est ça, nationale des enseignants du Togo, et il parle de précompte tout d'abord, de précompte, et les chiffres avancés sont très forts quand même, sont considérables. Ce que je ne comprends pas chez le gouvernement togolais, lorsque vous avez la volonté de résoudre un problème, ce n'est pas de cette manière qu'on procède. Peut-être que le gouvernement se sent braqué. J'ai pu noter certaines phrases. Je cite, ça c'est M. Bawara qui le dit, allez gréver, on va précompter. Allez gréver, on va précompter. On va précompter. Et quand les grévistes... Vous pensez qu'il en parle comme une mesure punitive? Non. Monsieur Bawara est un abonné au vulgaire. Je l'assume. Mesurez un peu vos propos. Non, ce n'est pas une insulte. Vous constatez la vulgarité de tout ce que monsieur Bawara, qui se dit être une autorité, dit. Allez gréver, nous allons précompter. Et il leur dit, c'est par courtoisie républicaine que je vous reçois. Alors que le fonds social est en ébullition. Et il ajoute, le cadre que nous avons initié, nous allons juste vous écouter. Mais avant de vous écouter, vous ferez une demande. Est-ce que vous pensez que ce monsieur a l'idée de résoudre un problème? Moi, j'ai été très offusqué du paradoxe que j'ai pu relever dans les propos de celui-là qui se dit être une autorité. Vous remarquez que des gens sont en grève. Vous créez un comité, vous ne les insérez pas. Mais alors que c'est eux qui sont en train de chauffer le terrain. Vous voulez solutionner le problème. Et ceux qui sont les auteurs, vous ne les invitez pas. Vous allez loin jusqu'à dire, si vous voulez venir, faites une demande. Est-ce que vous pensez que ces messieurs ont eu une idée d'apporter une solution à la grave crise qui secoue le monde de l'éducation au Togo? Mais lorsque vous parlez des précomptes, hier, nous avons mené des investigations. On s'est même rendu compte qu'il y a des enseignants qui n'ont pas grévé, mais qui se sont retrouvés avec des sommes. Dès que ça a l'air en moins. Je ne comprends pas. Et quand vous parlez de précompte, moi, je suis très éberlué. Parce que la crise dans le monde éducatif togolais ne date pas de 2 ans. Mais je suis offusqué que à chaque fois que le Parlement se réunit pour faire le budget de l'année qui va suivre, on ne prend pas soin d'insérer les doléances de ces enseignants-là. Or, quand vous interrogez l'histoire, vous saurez que c'est depuis 1975 que ces genres de décisions ont été prises, qui font aujourd'hui office de loi, que les uns et les autres doivent respecter. Mais on constate que c'est justement aux côtés des gouvernants togolais qu'on n'arrive pas à respecter tout ce que l'on prend comme engagement. On n'arrive pas à respecter sa parole donnée. J'ai pu dire hier, haut et fort, sur une chaîne, que la situation très évolutive que nous constatons aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire, dans le monde éducatif togolais, est la résultante de la politique de roublardise, du dilatoire et de la fuite en avant du pouvoir et du gouvernement en place togolais. Vous vous rendez compte? Il était une fois ce relevé de conclusion que le gouvernement avait signé avec les premiers responsables de la synergie du Togo. Et quand il était question de mettre en pratique tout ce qui a été retenu comme point, le dilatoire du gouvernement togolais était, ce n'était pas un relevé de conclusion, mais un accord. Mais les gars ont crié. Or, c'était mis dans le document que c'était un relevé de conclusion.
Alors le gouvernement a fait montre du dilatoire. Et au bout du rouleau, on a considéré que, vous voyez, ceux qui étaient assis avec les gouvernants et ont signé ce document, on a trouvé que la structure n'était pas formalisée et on les a renvoyés jusqu'aujourd'hui. Vous voyez que, et comme il a dit, j'emprunte son expression, dans les mêmes conditions de pression et de température, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, rattrapé, vous avez vu la position de la FESEN qui était aux discussions et qui a encore appelé. C'est juste pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec ce langage de duplicité dont vous faites montre à chaque fois. Ildefonse, l'allure inquiétante que prennent les mouvements de grève au niveau du système éducatif désormais ne nécessite-t-elle pas une intervention d'urgence du chef de l'État, Faure Gnassingbé? Je crois que depuis hier, comme je l'ai fait savoir tout à l'heure, sur pratiquement toutes les chaînes, tout le monde parlait du chef de l'État. On le réclame. Tout le monde parlait du chef de l'État. Il est depuis nous pouvons tout lundi à Accra. Oui, il était la semaine dernière en Italie. Mais ce qui me fait chaud au cœur, c'est que dans tout cela, on a comme l'impression que le Togo n'a plus de chef d'État. Mais j'ai pu remarquer quand je visite un tout petit peu la constitution togolaise qu'il n'y a que le chef de l'État seul qui a juré sur cette constitution-là. Et les termes du serment disent qu'il fera tout pour que l'unité nationale soit. Où est-il aujourd'hui, le chef de l'État togolais? Nous pouvons reprocher beaucoup de choses à feu le général et à moi. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on soit conscient et conséquent envers notre conscience. On peut tout reprocher à feu le général et à moi, mais quand ce dernier se rend compte que la situation devient de plus en plus évolutive et intenable, le général et Adémoin appelle toujours à rencontrer les premiers responsables. Depuis que nous avons commencé à apprécier à sa juste valeur les mandats du chef de l'État togolais actuel, M. Faure Gnassingbé, j'ai constaté que quel que soit ce qui arrive et qui met en danger le pays, le chef de l'État se résigne et ne parle qu'au 31 décembre et le 26 avril. À part ces deux dates, on peut même tuer les Togolais. Le chef de l'État ne parle pas. Les cas de mes frères Anselme Sinandare et Douti sont palpables. Le cas des populations de Mango qui ont été broyées par les chats, pour certains, et pour d'autres qui ont reçu des balles, des militaires qui n'avaient même pas cette opportunité de sortir de leur caserne pour foutre le bordel. Le cas de Gli est là, où lorsqu'il passait et que les élèves étaient encore dans les rues, ces derniers ont été tabassés par des militaires. Il y a eu mort d'hommes parce que les mêmes militaires sont rentrés dans les maisons pour passer à tabac les populations. Le chef de l'État n'a pas réagi. À Abobo, Zéglé la dernière fois, il y a eu mort d'hommes. Le chef de l'État n'a pas réagi. À Wassem, le chef de l'État n'a pas réagi. Je peux vous citer des situations qui, dans certains pays, lorsqu'elles se présentent, même si le chef de l'État est à l'étranger, il rentre au bercail,
il se Oui, prononce. fait une déclaration depuis. Et moi, l'étranger. j'ai même remarqué que, excusez-moi le terme, mais c'est de la foutaise au niveau de la présidence. Pardon, excusez-nous. Où on ne sort même pas un communiqué de la présidence. Je peux comprendre que le chef de l'État n'a pas la volonté ou bien n'a pas l'envie ou a pris l'habitude de ne pas parler. Mais sa cellule de communication peut lui proposer, au lieu que vous alliez parler, sortez au moins une déclaration, un communiqué de la présidence pour dire... De la que présidence et non du gouvernement. non, de la présidence. Je dis encore, je l'affirme haut et fort que il n'y a que Faure Gnassingbé seul qui a juré sur la Constitution, la Bible togolaise. À part lui, il n'y a personne. Prouvez-moi le contraire. Est-ce qu'une sortie de Faure Gnassingbé pourrait arriver à calmer la situation? J'ai dit que feu le général Eyadema, son père, c'est ce qu'il faisait. Non, j'ai dit qu'on doit être conséquent avec notre conscience. Quand ça ne va toujours pas avec les ministres, feu le général Eyadema entre dans la danse, il reçoit, il parlemente. Mais ce que moi j'ai remarqué, je vous l'ai dit à l'entame, lorsque ça vient du ministre Bawara, c'est que quelque part ça a été décidé. Et j'ai donné l'exemple de la mise en fonction œuvre de représenter le chef de l'État ou de parler au nom du gouvernement. Maintenant, ça dit que c'est l'analyse que moi je fais personnellement de ces sorties. Lorsque le pays traverse des crises graves comme celles que nous constatons aujourd'hui dans le monde éducatif togolais, mais c'est extrêmement grave que le chef de l'État, à qui la constitution togolaise confère presque tous les pouvoirs, garde un mutisme complice, je peux dire, sur tout ce qui se passe. Dites-moi, si le chef de l'État n'a pas cette envie de parler, il faut au moins que sa cellule de communication lui propose des communiqués. En lieu et place de sa parole, les populations sauront que celui-là qui a juré sur la Bible togolaise de tout faire pour maintenir l'unité nationale, même s'il ne parle pas, il est sorti de son cabinet présidentiel, un mot pour dire que voilà, nous sommes au courant, nous apaisons les cœurs, nous prenons les dispositions qu'il faut, avançons ensemble. Mais fait grave, le 28 février, là c'est une parenthèse, lorsque la capitale était en ébullition par la manifestation de conducteurs, où il y a encore eu mort d'homme, j'ai été très offusqué de constater que sur la chaîne nationale, c'est le directeur de cette chaîne-là qui est venu lire un communiqué du gouvernement, tout comme si ceux qui ont été cooptés ou nommés à un certain nombre de postes comme étant des ministres qui devaient normalement gérer leur portefeuille comme cela se doit, ne sont pas à la hauteur de la tâche qu'on leur a confiée. Parce qu'à la place du directeur de la télévision togolaise, on devait avoir soit la ministre du commerce, parce qu'il était question de l'augmentation des prix du carburant. Qui relève de son poste ministériel. De son département. Mais vous voyez tout ce qui se passe dans l'appareil étatique togolais. Encore des exemples. J'ai écouté des ministres se prononcer sur les élections locales, où l'un dit que les élections auront lieu avant la fin de l'année 2017, l'autre prend le contre-pied, ça ne peut pas avoir lieu, et un troisième qu'on a reçu hier sur Radio Victoire dit, mais attendons ce que la CENI dira sur le même sujet, où les ministres sont tenus d'assister au Conseil des ministres et que les décisions sont prises unanimement. Vous les voyez, c'est que le gouvernement ou le pouvoir togolais est à terre à
avec ces genres de jeux malsains. Oui, revenons donc à la crise dans le système éducatif. Affectation, précompte, que disent subir les enseignants? On a l'impression que c'est cela qui rehausse l'ampleur du mouvement. Le gouvernement doit-il aller à la suppression ou à écarter, doit-il écarter ces deux mesures? Je crois que cela a été le fruit de discussions où la loi dit effectivement que si vous grévez, il y aura des précomptes. C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. Le code du travail le stipule clairement. C'est clair que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais la loi ne dit pas que si vous ne grévez pas, qu'on vous fasse des précomptes. C'est là où le bas blesse. Et même s'il faut faire des précomptes, il faut aller par des calculs justes et exacts. Vous avez entendu tout à l'heure le responsable là qui a dit qu'il a constaté que au lieu de cette somme-là, on est allé au-delà. C'est une tricherie. Mais moi, ce qui me fait froid dans le dos, c'est que ailleurs, on a parlé la dernière fois de la Guinée, où le même problème s'est posé. Le chef de l'État guinéen, au finish, s'est lancé dans la danse. Et il a non seulement rencontré les principaux responsables, et au finish, une solution a été trouvée et aujourd'hui, l'accalmie est arrivée. Je suis d'accord avec tous ceux qui, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, demandent que le chef de l'État lui-même fasse amende honorable pour très humblement rencontrer ses principaux responsables. Et peut-être même les confronter avec les ministres qui ont en charge de discuter avec ceux-là, voir si tous les rapports qui ont été faits au chef de l'État sont exacts avec ce que les ministres disent, puisque le chef de l'État, au finish, aura en face de lui les acteurs et ses ministres. Et il comprendra, il peut faire la part des choses. Mais je me dis que lorsque je fais l'analyse des actes même posés par le chef de l'État, je me dis que ça serait difficile pour lui de le faire. Parce que le chef de l'État, il y a quelques années, nous a annoncé les états généraux dans l'éducation et la santé. Je crois que le chef de l'État a été sensible aux difficultés que rencontrent les deux secteurs. C'est pourquoi, lorsque le rapport ou les rapports lui ont été faits, il a jugé bon qu'on fasse les états généraux. Mais je suis très malheureux de constater que jusqu'à aujourd'hui, les états généraux n'ont pas été organisés. Est-ce que les états généraux ont été organisés? Puisque c'est au cours de ces états généraux qu'on fera le diagnostic de ces maux qui minent ces deux secteurs et on leur apportera des solutions idoines et adéquates. Mais si cela n'est pas fait, je crois que la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui va continuer de plus belle, puisque, je l'ai dit hier, dans mes investigations dans le Bas-Mono le samedi, j'étais en face des élèves, le Bas-Mono qui compte Maceda, Afania, Agloméglozou et autres. J'ai pu constater que le mal a gagné aussi ce coin-là. C'est ce qui inquiète parce que hier, par exemple, sur les réseaux sociaux, on envoie des images de Agou. Dans des localités très reculées du pays, le mouvement se fait remarquer. Je vais vous poser une analyse que j'ai faite. Lorsque le gouvernement et le pouvoir togolais disent qu'il n'y a pas de moyens financiers pour solutionner les problèmes des enseignants togolais, je me dis que c'est une injure. Pourquoi? Parce que vous connaissez la capacité du gouvernement en ce moment. Voilà. Maintenant,
je pose le problème. Avant même les doléances des enseignants, on savait que le gouvernement criait qu'il n'y avait pas de moyens. Le gouvernement criait qu'il n'y avait pas de moyens. Mais ce que moi j'ai pu remarquer et que je partage avec toi aujourd'hui, c'est que les doléances, les revendications des enseignants étaient sur la table du gouvernement et du pouvoir togolais quand on a décidé un bon matin de rénover l'aérogare du Nord à 76 milliards. Les doléances et revendications étaient sur la table du gouvernement togolais et du pouvoir togolais quand on a décidé de rénover l'hôtel Radisson 2 février à une 50aine de milliards. Mais les mêmes doléances et revendications étaient sur la table du gouvernement togolais, du pouvoir togolais, quand on a décidé volontairement d'abriter le sommet sur la sécurité maritime à coût d'une dizaine de milliards. Mais ce qui choque, c'est qu'il y a eu des dépenses qui ont été faites pour ce sommet-là, qui n'étaient pas comptabilisées dans le budget, et dont on avait eu par après à faire un collectif budgétaire. Parce que justement, on n'avait pas prévu l'achat des hélicoptères. Et pourtant, on a fait un collectif budgétaire pour prendre en compte les milliards qu'ont coûté les 4 hélicoptères. Allez-y même savoir s'il y a eu achat de 4 hélicoptères. Alors, tout ce qu'on a fait là, est-ce qu'on ne peut pas le faire? Si on veut véritablement solutionner, est-ce qu'on ne peut pas passer par un collectif budgétaire pour apporter au moins un début de solution au problème? Et moi j'ajoute, pourquoi le gouvernement togolais ne saisit-il pas l'Assemblée nationale à chaque début d'année où le budget se fait, pour qu'on essaie d'insérer un tant soit peu, le peu, je dis bien, je ne dis pas la totalité, au moins le peu dans le budget. J'ai fait allusion tout à l'heure à certaines dépenses qui n'étaient pas prévues par l'Assemblée nationale lors du sommet. Mais on a dépensé l'argent là. Mais pourquoi on ne peut pas le faire aux enseignants? Ceux qui dirigent le Togo aujourd'hui, ceux-là, est-ce que c'est dans les mêmes conditions qu'ils ont appris? S'ils avaient appris dans ces mêmes conditions, est-ce qu'ils seront ceux qu'ils sont aujourd'hui à la tête de l'État togolais? Si, je vous le disais entre-temps, que mes investigations le samedi dernier dans le Bamono, quand j'ai rencontré des élèves de la terminale qui se plaignaient de ce que ils ont constaté que les lundis, quand ils viennent, leurs enseignants font des sit-ins. Du mardi au jeudi, c'est la grève sèche. Du vendredi, quand les enseignants sont là, certains refusent de travailler, d'autres disent, mais nous, c'est ce que nous pouvons vous faire. Une dernière question à vous, Ildefonse. L'évolution de ces mouvements de grève ne va-t-elle pas compromettre l'année scolaire en cours? Non, mais moi, la question que je me suis posée quand mes frères du Bamono m'ont relaté leur mésaventures, je me suis posé la question de savoir, d'abord, s'il y aura aménagement au niveau du calendrier scolaire. Je leur ai posé la question de savoir si les examens seront encore nationaux. Parce que nous avons remarqué que dans certains milieux, comme dans le nord, à Dapaon, et dans certaines villes, les établissements sont carrément fermés. Ah bon? Oui. Quand ça a commencé, on a fermé un certain nombre d'établissements. C'est ce que nous craignons. Nous craignons que le pire va prendre le pas.
Le pire va prendre le pas, c'est ce que beaucoup ou certaines personnes reprochent aux enseignants. Il parle de manipulation des élèves. Quand on voit les élèves sortis dans les rues, les élèves brûler des pneus, quelle éducation pour ces enfants? Quelle éducation de civilité, de civisme pour nos enfants ou pour l'avenir? Vous savez, hier j'ai été choqué d'entendre deux de mes confrères qui, d'habitude, prennent fait et cause pour le pouvoir, qui ont, excusez-moi le terme que je vais utiliser, qui ont charcuté le ministre Bawara. Pour la simple raison que les propos du ministre ne permettent pas de concilier. Non. Et lorsque nous nous rendons compte que des gens comme lui, moi je ne peux pas concevoir qu'au cours d'une crise, qu'un ministre vienne à la radio ou à la télévision et dire que l'éducation n'est pas une priorité du gouvernement. Alors, s'il le dit, il l'a dit. Parce que l'animateur qui nous recevait hier avait tout relevé. Et c'était lui qui sortait les phrases. Moi, j'étais très sidéré. Ce matin, on a repassé une partie de la bande des propos du ministre. Mais est-ce que vous comprenez? Le ministre dit ce n'est pas une priorité du gouvernement. Cela veut dire que vous pouvez gréver. D'ailleurs, il a dit, allez gréver, nous allons précompter. Qu'est-ce que vous voulez? C'est parce qu'ils ne sont pas animés de ces sentiments de gérer comme cela se doit cette crise-là. Ou alors, peut-être qu'au prime abord, il avait minimisé et aujourd'hui, il se trouve devant le fait accompli. Vous et moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. Moi, je me suis toujours mis dans la peau d'un enseignant. Je me dis, l'enseignant, il a loué quelque part où il doit payer le loyer. Il a des enfants, il a une famille. Il doit se déplacer, il doit nourrir sa famille. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Mais ce que je ne comprends pas, c'est un droit. Et le gouvernement a accepté. Voilà pourquoi je dis que la politique de roublardise et de la fuite en avant du gouvernement togolais l'a rattrapé. Et complique d'ailleurs la situation. Oui, mais c'est parce que au Togo, on n'aime pas faire le mea culpa. Les gens ne sont pas humbles. Si le ministre Bawara était humble, il n'allait pas parler comme il a parlé hier. Le responsable que nous avons eu en ligne tout à l'heure de la C7 disait que ce n'est pas un bras de fer entre eux et le gouvernement. Pas du tout. Non, mais ce n'est pas un bras de fer. C'est pourquoi je dis, si les autorités, y compris les députés, de toute tendance, si tout ce beau monde-là était conscient de la crise, pourquoi à chaque élaboration du budget, on ne prend même pas une partie de la solution? Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, c'est parce que vous n'avez pas la volonté de le faire. Le truc a commencé il y a des années, avant ces événements-là que j'ai cités. Il y a d'autres événements dont les frais n'étaient pas inscrits dans l'élaboration du budget. Mais on est allé prendre de l'argent et après on a fait un collectif budgétaire. Mais c'est de cela qu'il est question. Et dans d'autres pays comme le Gabon, où ces mêmes problèmes s'étaient posés, qu'est-ce que Ali Bongo a fait? Il a diminué le salaire des ministres, des députés, des directeurs de sociétés et autres. Et on est arrivé à solutionner le problème. Mais au Togo, c'est le contraire. Nous savons que les députés ont vu leur salaire augmenter, les ministres ont vu leur salaire augmenter. Et plus grave, si vous dites qu'il n'y a pas de moyens financiers, je prends juste l'exemple du ministère du développement à la base. Vous allez voir l'évolution du budget. Le budget alloué à ce ministère. Le budget a commencé avec 800 millions. C'est passé à 15,7 milliards en 1914. En 2014, de 2014 à 2015, c'est passé de 15 milliards à 20 milliards. 15 milliards, 7 à 20 milliards. Et en 2016, le budget est allé à 22,7 milliards. Alors, le développement même dont nous parlons, est-ce qu'il faut avoir une loupe pour constater qu'il y a un développement au Togo?
Merci à vous, monsieur Ildefonse Akbaki, directeur du journal La Gazette du Togo.com. Merci d'avoir accepté de débattre de ces grands sujets d'actualité avec nous. C'était toujours un plaisir. Eh bien, merci à vous qui nous avez suivis ici à Lomé partout ailleurs. Merci à Edel pour l'assistance technique et à toute l'équipe de la rédaction. Au micro, Elie Plume, Goka Dokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.